Salut gardien, ici c'est le multivers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Alors que tout le monde est distrait par l'esthétique rétro du nouveau Quartet Fantastique, peu de gens prêtent attention à ce qui se passe vraiment. Le Superman de James Gunn a déjà redéfini le jeu. Et oui, je sais que cela va en agacer beaucoup. Mais cette comparaison est inévitable. Parce que, pendant le même été, où les deux plus grands studios de la planète ont essayé de prouver que les super-héros comptent toujours, un seul d'entre eux a réussi. L'autre a trébuché sur sa propre armure chromée. Si vous voulez comprendre ce qui sépare un reboot visuellement beau d'une véritable renaissance de personnage, vous êtes au bon endroit. Et écoutez, si ce type de contenu vous aide à voir au-delà de la surface, vous connecte avec les vérités du multivers. Laissez un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif très important. Et votre soutien maintenant peut faire la différence entre continuer à créer ce contenu de qualité ou laisser l'algorithme noyer une voix critique de plus au milieu du buzz vide. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville et pays regardez-vous cette vidéo ? Je vais tout lire. Été 2025. 2 films. 2 héritages géants. 2 studios désespérés de prouver que leurs univers ont encore un avenir. Marvel a misé gros sur le Quartet Fantastique. Après des années de promesses et d'échecs, DC a mis son âme en jeu avec un nouveau Superman. Et même si les bandes annonces voulaient nous convaincre que c'était juste un, la question de style, la réalité, est que le conflit était beaucoup plus profond. C'était à propos de but, de courage, de vision. Marvel, même avec un film compétent entre les mains, semblait trop préoccupé à ne pas se tromper et à oublier d'essayer de vraiment réussir. Quant à DC, avec Gunn aux commandes, a décidé de frapper fort avec un Superman qui non seulement honore le passé, mais affronte le présent les yeux grands ouverts. Un héros qui ne se cache pas derrière des filtres stylisés, mais qui se montre vulnérable face à un monde brisé, reflétant nos propres blessures. Il y a un moment spécifique qui résume toute cette différence. Mais attendez, j'y reviens tout de suite. Parce qu'avant, il y a une chose à dire sur le Quatuor. Et presque personne n'en parle. Soyons justes, le nouveau Quatuor Fantastique n'est pas un échec. Il représente en effet une avancée nette par rapport à ce que Marvel avait proposé depuis la fin de Endgame. Visuellement, c'est l'un des films les plus sophistiqués du studio depuis des années. Le design rétro-futuriste, inspiré par le charme de l'ère atomique, a de la personnalité. Le casting a de la chimie. Et pour la première fois depuis longtemps, un film Marvel semble intéressé à développer des personnages avant de les utiliser comme des pièces dans un jeu narratif. Il y a un soin perceptible dans les relations. Reed n'est pas seulement le cerveau arrogant, il porte la culpabilité. Ben n'est pas seulement le poids brut de l'équipe. Il est l'âme silencieuse, blessée. Sue et Johnny ont des dynamiques plus humaines, plus brutes. Tout cela est méritoire. Mais, même ainsi, tout semble plus petit que ce qu'il devrait être. Non pas par manque de qualité, mais par manque de conviction. On a l'impression que Marvel, même en réussissant dans la forme, a encore peur du contenu. Le scénario évite les risques, évite les ruptures, évite surtout de mettre le Quatuor au centre d'un monde réel, préférant les pousser vers un décor stylisé, presque isolé, comme s'il disait « Ne vous inquiétez pas, cela ne va rien ébranler vraiment ». C'est beau, mais c'est inoffensif. Et quand la concurrence livre un Superman qui ose affronter des thèmes tels que l'inégalité, l'autoritarisme et l'identité dans un monde en effondrement, l'esthétique du Quatuor commence à ressembler à une sorte de distraction polie. Il y a un moment dans le film, un dialogue entre Reed et Sue, qui flirte même avec quelque chose de plus profond, plus éthique. Mais le moment passe, rapidement, comme si le scénario avait peur de s'arrêter trop longtemps pour réfléchir. Et cela, au fond, révèle quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'est pas dans les scènes, mais dans l'intention derrière elles. Marvel continue encore de fonctionner avec le frein tiré, traite toujours ses personnages comme des outils de maintien d'une marque, et non comme des figures portant des vérités inconfortables. Mais il y a un détail dans ce visuel rétro qui semble génial, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'il cache.
Je reviens là-dessus. Parce que maintenant, il est temps d'affronter le vrai cœur de cette comparaison. Et la réponse commence là où le Quatuor s'est arrêté, dans le présent. Le décor rétro-futuriste de First Steps est hypnotisant. Visuellement, Marvel a livré quelque chose proche d'un délire si. À la fin des années 60, avec un design élaboré, une technologie avec une âme et une palette chromatique qui semble tout droit sortie des couvertures classiques de la Fantastic Four de Jack Kirby. Mais lorsque la poussière visuelle retombe, une question inconfortable se pose. Pourquoi placer les personnages les plus importants de la nouvelle phase du MCU dans un passé qui n'est pas le nôtre? Le choix n'est pas seulement esthétique. C'est une tentative claire de contourner un problème que Marvel n'a pas encore réussi à résoudre. Comment intégrer des figures aussi datées, comme le Maître Fantastique ou la Chose, dans un monde qui a déjà appris à composer avec des personnages plus sombres, cyniques et pleins d'ambiguïté morale? Au lieu de recontextualiser le Quatuor dans le présent, comme l'a fait Gunn avec Superman, Marvel pousse l'équipe vers un temps sûr, isolé des dilemmes contemporains. Beau à voir, mais trop éloigné pour être important. Cet éloignement fonctionne presque comme un bouclier narratif. Il permet au film d'être charmant, sans avoir besoin d'être pertinent. Il permet de belles scènes, sans exiger une réelle tension. Et surtout, il empêche l'équipe de croiser des réalités politiques ou sociales qui définissent notre époque. Parce qu'au fond, First Steps a peur. Peur d'être rejeté. Peur d'avoir l'air ridicule. Peur de répéter les erreurs des versions précédentes. Et comme toute narration ayant peur, elle choisit de ne pas prendre de risques. Cette logique est opposée à ce que James Gunn a fait avec Superman. Au lieu de cacher le personnage dans un environnement sûr, il plonge Clark Kent au milieu du chaos contemporain, où les milliardaires, les super-héros dirigent des gouvernements, où l'empathie est devenue une faiblesse et où le héros le plus classique de la culture pop doit réapprendre à exister. Il n'y a pas de zone de confort. Il y a confrontation. C'est pourquoi le choix de Marvel de situer le quartet dans le passé peut sembler être un coup de maître. Jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est juste une façon élégante d'éviter l'avenir. Et quand une franchise fait ce genre de fuite, ce qu'elle dit, même sans le vouloir, c'est qu'elle ne sait peut-être plus où aller. Mais DC savait. Et elle a livré un Superman qui ne se cache pas. Il regarde vers l'avant. Et cela change tout. Alors que le quartet se réfugiait dans une esthétique d'époque, Superman a fait l'inverse. Le film de James Gunn plonge Clark Kent directement dans un environnement qui reflète la réalité brutale que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas juste un cadre urbain générique, c'est un monde rongé par des milliardaires sans scrupules, par des discours de haine qui envahissent l'espace public, par une humanité au bord de l'épuisement éthique. Dans ce chaos, Superman n'est pas seulement un symbole d'espoir, il est résistance. Gunn a compris que le plus grand défi de moderniser Superman n'est pas esthétique, c'est moral. Comment soutenir un personnage qui croit profondément en la bonté humaine, quand le monde lui-même semble ne plus y croire? La réponse était simple, mais puissante. Ne pas essayer de le transformer en anti-héros. Gardez-le fort, gardez-le pur. Faites de l'empathie une arme. Et le résultat est un Superman qui non seulement fonctionne dans le présent, il manque. La décision de Comte, suivre l'idéalisme de Clark avec la cruauté de son époque, n'est pas nouveau dans les bandes dessinées. Par exemple, Superman, Peace on Earth, avait déjà montré ce conflit entre un être presque divin et le désespoir des hommes. Mais dans le film de Gunn, cela prend un poids politique réel. Lex Luthor n'est pas seulement un génie du mal. Il est un manipulateur milliardaire, avec un discours populiste et un pouvoir institutionnel. Le conflit n'est plus seulement physique, il est idéologique. Et cela replace Superman au centre d'une bataille culturelle. En confrontant ce personnage, créé en 1938, aux contradictions du XXIe siècle, le film ne l'affaiblit pas. Au contraire, il rappelle au public pourquoi nous avons besoin de héros qui ne se brisent pas, qui ne se courbent pas, qui croient encore en quelque chose. Et cela, dans l'état actuel de la culture pop, est presque révolutionnaire. Parce que même lorsque le Captain America a été déconstruit,
et que Iron Man a fait ses adieux dans un geste de martyr, Superman réapparaît non pas comme un écho du passé, mais comme une réponse urgente. Cependant, il y a un détail dans cette position qui passe inaperçu dans la plupart des analyses. Ce n'est pas seulement ce que Superman représente. C'est aussi la manière dont le film choisit d'exprimer cela visuellement, scène par scène, réplique par réplique. Et nous y arriverons. Mais avant, il y a un contraste thématique qui expose encore plus la distance entre ces deux productions. Et la clé réside dans ce qu'elles essaient de dire, ou d'éviter. Chaque grand film de super-héros porte une question cachée. Qu'est-ce qui est en jeu au-delà de la bagarre? Eno Adaria. Et c'est ici que Superman et les 4 Fantastiques suivent des chemins complètement différents. L'un choisit de creuser, l'autre recule. Superman, sous la direction de Gunn, n'a pas peur d'aborder les plaies du monde réel. Le film parle, sans détour, de l'abus de pouvoir, de la technologie incontrôlée, de la crise migratoire, de l'effondrement politique. Et pourtant, il place la compassion comme réponse, non pas comme une fuite, mais comme une confrontation. C'est un thème qui a déjà été présent dans des histoires emblématiques du personnage. Dans Le Royaume de demain, l'humanité rejette les héros qui agissent comme des dieux, et Superman doit réapprendre la signification de son symbole. Dans le nouveau film, la logique s'inverse. Le monde rejette les héros parce qu'il a perdu foi en eux. Mais Superman persiste. Il ne répond pas par la violence, mais par l'éthique. Et c'est cette position qui transforme l'espoir en acte radical. Pendant ce temps, Marvel revient à insister sur le même point narratif qui a déjà saturé le MCU. La famille. La phrase « Nous sommes une famille », répétée directement ou indirectement, est devenue un cliché. Fast and Furious, les gardiens de la galaxie, les éternels, tous tournent autour de l'idée que l'affection entre les personnages est le carburant du voyage. Et bien sûr, cela a de la valeur. Mais lorsque cela devient le seul axe dramatique, cela perd de sa force. Et les 4 Fantastiques, même en essayant d'approfondir ce thème avec des moments d'intimité et de douleur, semblent encore coincés dans le modèle standard. Il y a en effet des nuances. Reed Richards fait face au poids d'être le plus intelligent de la pièce et de l'univers. Ben porte le fardeau du LPA et l'isolement, comme un écho du Hulk classique. Galactus, dans un geste audacieux, cherche la fin de sa propre existence, fatigué du cycle de destruction. Mais aucun de ces thèmes n'est poussé à l'extrême. Ils restent au stade de la suggestion. Comme si le film disait « Regarde, nous savons que c'est important, mais nous n'allons pas trop nous en mêler. » La conséquence est claire. Lorsque Superman propose que l'amour est une réponse subversive, il ouvre la voie à une discussion réelle. Lorsque les 4 Fantastiques réaffirment que la famille surmonte tout, ils confirment simplement ce que nous savions déjà. Et à une époque où le public exige plus que des répétitions confortables, cette différence d'ambition pèse. Mais ce n'est pas tout. Parce que plus révélateur que les thèmes eux-mêmes, c'est qu'ils les mettent en scène. Et cette partie change complètement la donne. S'il y a quelque chose que les 4 Fantastiques essaient, et réussissent même, de bien faire, c'est de créer des conflits internes avec une certaine densité. Reed Richards n'est pas seulement un scientifique obsédé par le progrès. C'est un homme qui commence à réaliser le coût humain de ses décisions. Il y a un moment, presque silencieux, où il hésite devant une équation qui sauverait des milliards, mais au prix d'une seule vie. C'est le dilemme classique du sacrifice nécessaire, déjà abordé dans Eternals et Infinity War, mais qui réapparaît ici avec moins d'impact, peut-être par manque de temps pour mûrir. Ben Grimm, la chose, est un autre point de tension émotionnelle réel. Coincé dans un corps qui l'éloigne du contact humain, il représente l'archétype du monstre tragique. But unlike the Hulk, who channels this pain into rage, Ben suffers in silence. And this pain is visible, even in the pauses, in the looks. The problem is that the film seems to be ashamed to delve into this melancholy. It takes time to show, but not to process. And this turns what could be one of the great emotional pillars of the plot into a well-played footnote. Galactus, on the other hand, emerges with a curiously philosophical motivation.
He is tired of devouring worlds. He wants the end. He wants to be surpassed by a perfect creation. A baby even. Yes, that's the premise. Galactus wants to die, but only if defeated by something worthy. The metaphor is powerful. A god of the universe asking to be dethroned by his own evolution. But again, the idea doesn't go far. It is introduced, explored in 2 lines, and then set aside so that the final battle happens with grandiose effects, but without dramatic catharsis. What these 3 figures, Reed, Ben, and Galactus, share is potential. They all carry real dilemmas that could sustain an entire film. But in the structure that Marvel chose, they are pieces within a familiar model. They serve the plot, not the other way around. And this creates a silent frustration. The film is good, but it could be excellent. It had everything in its hands. It just didn't have the time or the freedom to dig deeper. Meanwhile, Superman delivers the opposite. Every character choice, every conflict is treated with time, with weight, with reverence. And the film is in no hurry to finish the sentence. It listens to its characters, and that, in the end, is not just a screenplay decision. It is a directing decision. And that is the point that defines everything. Who is in charge? Because between the genius mind and the lonely soul, we still need to talk about the most powerful of all, the author. There is a fundamental difference between a film driven by a creative vision and a film executed by a production machine. Superman is proof that when a single author is in charge, with total freedom to write and direct, the result carries identity. On the other hand, the new Fantastic Four, competent as it may be, reveals its fragmented origins. 4 screenwriters, multiple treatments, last-minute adjustments, and a director better known for TV episodes than for auteur films. What does this generate? A cohesive product on the surface, but inconsistent in impact. James Gunn has always had a recognizable style. From Super to Guardians of the Galaxy Volume 3, he shows that he knows how to balance humor, tragedy, political commentary, and genuine affection. In the new Superman, this balance becomes something more ambitious. A manifesto disguised as a blockbuster. It is not just about telling a story, it is about making the audience feel that they are watching something with purpose. The choices of scene, soundtrack, framing, rhythm, all part of a single mind. And this generates something that the geek audience feels immediately: authenticity. In Marvel, the mode, la fabrique, continue de dicter le ton. Même quand elle réussit par défaut. Le réalisateur entre dans un système déjà monté. Les scénarios passent par plusieurs couches jusqu'à perdre toute trace d'authenticité. Et le résultat est prévisible. Des films qui sont bons, mais pas mémorables. Le quatuor fantastique actuel montre une évolution, sans aucun doute. Il est plus intime, plus sensible, voire plus audacieux que les dernières phases du MCU. Mais malgré tout, on peut sentir le poids de la modération. La sensation constante que quelqu'un en haut de la hiérarchie tire encore sur le frein, à chaque 10 pages de scénario. Cette différence d'approche n'est pas nouvelle. Mais maintenant, elle est devenue visible. Parce que Gunn, ancien réalisateur de Marvel lui-même, dirige maintenant la concurrence. Et avec un seul film, il remet en question toute la structure qu'il a contribué à nourrir pendant des années. Il a prouvé qu'il est possible de respecter le canon, d'émouvoir le public et de défier la formule. Pendant ce temps, le Quatuor livre ce qu'il promet, mais n'ose pas promettre trop. Et c'est cette audace qui distingue les films marquants de ceux qui se contentent de remplir un rôle. Parce qu'au final, le public ne veut pas seulement des références, il veut de la voix, il veut de la vision. Et quand cette vision est claire, chaque image devient une signature. Mais si c'est le nouveau standard, si des films comme Superman vont commencer à dicter le ton, que reste-t-il à ceux qui essaient encore de plaire à tout le monde? La réponse arrive maintenant. Et peut-être que ce n'est pas si confortable que ça. S'il y a quelque chose qui est devenu clair dans ce duel silencieux entre Superman et le Quatuor fantastique, ce qui est clair,
c'est que le public n'accepte plus n'importe quel produit emballé dans des effets visuels et une couverture. Le genre a mûri. Et maintenant, plus que jamais, ce qui distingue un film marquant d'une expérience jetable est le courage de raconter quelque chose avec une âme. James Gunn l'a compris. La DC l'a compris. Et Superman 2025 a exactement tenu cette promesse. Mais il y a un détail qui peut tout changer. Et peut-être est-il déjà en train de changer. Même s'il est salué par la critique et adopté par une partie des fans, le nouveau Superman n'a pas encore rentabilisé. Le budget du film s'est élevé à environ 700 millions de dollars. Et jusqu'à présent, le box-office n'a pas dépassé les 550 millions. C'est moins que prévu. Beaucoup moins. Et cela soulève une question gênante. Est-ce que l'usure du genre a atteint un point où même un bon film ne sauve pas la mise? Parce que même un projet bien écrit, réalisé avec vision et porté par l'un des personnages les plus aimés de l'histoire, rencontre des obstacles pour se rentabiliser. Que dire des films moyens? Le public a changé. La barre a été relevée. Mais peut-être? La fatigue ne concerne pas les héros. Peut-être concerne-t-elle le format, la prévisibilité, le manque de risque. Et si c'est le cas, le quartet, même avec toutes les améliorations, est déjà né prisonnier d'un modèle que le monde en a marre de consommer. Superman n'a peut-être pas encore été un succès financier, mais il a été un succès créatif. Il a posé une nouvelle référence, un nouveau type d'attente. Et tout ce qui viendra ensuite, de Marvel, de DC ou de tout autre studio, sera comparé avec ça, avec cette audace, avec cette vision. Et si ce type d'analyse a du sens pour vous, si vous voulez aussi voir ce genre évoluer, alors inscrivez-vous ici sur la chaîne. Ce n'est pas juste une demande. C'est une invitation à faire partie d'une communauté qui en veut plus, qui veut voir des films réfléchis avec sérieux, et non pas faits par un algorithme. Nous sommes très proches d'atteindre un objectif important, et votre clic maintenant est ce qui maintient cette discussion en vie. Maintenant, je veux savoir de vous. Superman a-t-il vraiment livré plus que le Quatuor? Ou les deux sont-ils des symptômes différents de la même usure? Est-ce que le monde est vraiment fatigué des super-héros? Commentez ci-dessous. Je vais lire tous les commentaires, toujours, parce que la vérité du multivers commence par ceux qui prêtent attention.